Il faisait simplement son travail sur un chantier autoroutier et ne s'attendait à rien d'inhabituel. Mais un seul coup de godet contre un rocher a révélé ce que l'on cachait sous terre depuis des décennies. Cette découverte a déclenché une chaîne d'événements touchant le pouvoir, l'argent et le destin de nombreuses personnes. Abonne-toi à la chaîne et écris en commentaire de quelle ville ou de quel pays tu regardes cette vidéo. Daniel Harris n'avait jamais cherché à comprendre le monde dans lequel il vivait. Il s'y était simplement adapté, comme on apprend à respirer dans une pièce sans fenêtre. L'armée l'avait formé à obéir, les chantiers lui avaient appris à se taire. Et la vie, à force de répétition, lui avait inculqué une règle simple: ne pas poser de questions inutiles. Après les années de service, il avait glissé sans heurts dans la poussière et le bruit des travaux routiers, passant d'un état à l'autre, d'un projet à un autre. Toujours là où la terre devait être coupée, nivelée, forcée à se plier aux lignes droites, tracées sur des plans. Il travaillait pour payer le loyer d'un petit appartement trop chaud l'été, trop froid l'hiver, et pour envoyer de l'argent à sa mère, dont la santé se dégradait lentement. Il ne rêvait pas d'avancement, ne nourrissait pas d'ambition particulière. Chaque journée ressemblait à la précédente, et cela lui convenait. Plus la routine était solide, moins le passé avait de prise. Les souvenirs, comme les vieilles blessures, restaient supportables tant qu'on évitait d'y toucher. Le chantier se trouvait dans un état du sud, sur une étendue de terre brûlée par le soleil, où la chaleur s'installait dès l'aube comme une présence oppressante. L'air vibrait avant même que les moteurs ne soient lancés. La terre rouge collait aux bottes, se glissait dans les plis des vêtements, recouvrait tout d'un film sec et tenace. Le calcaire affleurait parfois, dur, capricieux, résistant aux dents d'acier des machines. Autour, rien que des collines basses, un ciel trop vaste et une route future qui n'existait encore que sur le papier. Daniel connaissait ce décor par cœur. Il connaissait aussi les hommes qui y travaillaient, sans vraiment les connaître. Quelques mots échangés au lever du jour, des gestes mécaniques, des silences prolongés. Chacun portait sa fatigue comme une seconde peau. Le bruit constant des moteurs, l'odeur du carburant et de la sueur formaient un fond familier, presque rassurant. Ici, personne ne cherchait à se distinguer. On avançait, on creusait, on repartait. Aux commandes de son excavatrice, Daniel se sentait à sa place. La machine répondait à ses mouvements avec une précision presque intime. Il reconnaissait la nature du sol à la vibration qui remontait dans le siège, à la résistance du godet lorsqu'il mordait la terre. Il savait quand ralentir, quand insister, quand changer d'angle. Tout cela se faisait sans réflexion consciente, comme un prolongement de son corps. Ce matin-là n'annonçait rien de différent. Le soleil montait lentement, promettant une journée étouffante. Daniel suivait la ligne tracée, découpant le flanc d'une colline pour préparer le passage de la future autoroute. La terre cédait avec la lourdeur habituelle. Le bruit sourd et familier du travail bien réglé emplissait l'air. Puis, sans avertissement, le godet heurta quelque chose qui n'était ni de la roche, ni une conduite. Le son fut différent. Pas le choc sec du métal contre la pierre, ni le craquement d'un obstacle naturel. C'était un bruit creux, étouffé, presque métallique, comme si la terre avait soudain sonné vide. La machine tressaillit légèrement, assez pour que Daniel lâche instinctivement les commandes. Il coupa le moteur et resta immobile quelques secondes, les mains posées sur les leviers, le cœur battant plus vite qu'il ne l'aurait voulu. Il connaissait trop bien son métier pour ignorer cette anomalie. Ce n'était pas un hasard, pas une variation ordinaire du terrain. Quelque chose là-dessous n'aurait pas dû se trouver sur leur route. Il descendit de la cabine, contourna l'excavatrice et observa l'endroit où le godet avait frappé. En dégageant encore un peu de terre, il aperçut une surface parfaitement lisse, trop régulière pour être naturelle. La poussière retombait lentement, révélant un rectangle de béton d'un gris pâle, intact malgré les décennies. En s'approchant, Daniel distingua des éléments métalliques pris dans la masse. Une charnière, le bord d'un cadre renforcé, des traces de joints anciens. Tout dans cette construction respirait la précision humaine, l'intention délibérée. Ce n'était pas une fondation oubliée ni un vestige banal. C'était une porte. Il eut un frisson malgré la chaleur. Une porte enfouie dans une colline, sur un terrain officiellement vierge, n'était pas une simple curiosité. Les rapports géologiques qu'il avait vus ne mentionnaient rien de tel. Le terrain avait été jugé sûr.
propre, sans structures enfouies. Or le béton, lui, ne mentait pas. Il portait même une marque à demi effacée, le symbole d'une entreprise de construction disparue depuis longtemps, engloutie dans un scandale dont plus personne ne parlait. La découverte se répandit vite parmi les ouvriers. Les conversations se turent, remplacées par des regards méfiants et des murmures étouffés. Les contremaîtres vinrent examiner la chose, prirent des photos, passèrent quelques appels. On décida d'arrêter les travaux sur ce tronçon, officiellement le temps de vérifier. Rien de plus. Les machines furent déplacées, les hommes renvoyés chez eux plus tôt que prévu. Lorsque le site se vida, Daniel resta un moment près de l'endroit dégagé. La porte était à nouveau partiellement recouverte, comme si l'on avait voulu la cacher en attendant de décider de son sort. Il éprouvait un malaise diffus, l'impression que le sol sous ses pieds n'était plus inerte, mais chargé d'une présence silencieuse. La terre semblait retenir son souffle. Sur le chemin du retour, il n'arrivait pas à chasser cette sensation. Quelque chose avait été mis au jour, et il était évident que cela n'avait rien d'accidentel. La façon dont la découverte avait été traitée, la rapidité avec laquelle on avait clos la discussion, tout cela laissait entendre que certaines vérités n'étaient pas les bienvenues. La nuit venue, le sommeil se fit rare. Daniel se tourna et se retourna sur son lit, repassant mentalement chaque détail. Le son, la surface lisse, la charnière métallique. Plus il y pensait, plus il se convainquait qu'ignorer cette porte serait une erreur. Pas seulement une erreur professionnelle, mais quelque chose de plus intime, comme une trahison envers lui-même. À l'aube, une décision s'imposa, silencieuse mais ferme. Il retournerait sur le chantier après la tombée de la nuit. Pas pour briser quoi que ce soit, pas pour voler ou fouiller sans raison. Simplement pour voir, pour comprendre ce que la terre avait gardé caché si longtemps. Cette pensée, loin de l'apaiser, fit naître une tension nouvelle. Daniel ne le savait pas encore, mais en prenant cette décision, il venait de franchir une ligne invisible, celle qui sépare les hommes ordinaires de ceux que la vérité refuse de laisser en paix. La décision prise à l'aube ne quitta pas Daniel de toute la journée. Elle s'installa en lui comme une présence silencieuse, plus lourde à mesure que les heures passaient. Sur le chantier, tout semblait reprendre son cours normal, mais cette normalité avait désormais quelque chose de faux, presque fragile. Les machines tournaient ailleurs, les hommes évitaient le secteur de la colline, et personne ne mentionnait la porte. Comme si le simple fait de la nommer risquait de lui donner trop d'existence. Daniel travaillait mécaniquement, exécutant les gestes appris depuis des années, mais son esprit était ailleurs. Chaque vibration de la machine, chaque craquement du sol lui rappelait le son creux du matin précédent. Il comprenait maintenant que les rapports, les ordres et les silences formaient une façade. Quelque chose d'ancien et de soigneusement dissimulé avait refait surface, et les structures officielles n'avaient montré aucun empressement à l'examiner ouvertement. Cette absence de curiosité était en soi une réponse. Lorsque la journée prit fin, Daniel ne rentra pas immédiatement chez lui. Il s'assit dans son camion, le moteur éteint, regardant le ciel se teinter lentement d'orange, puis de violet. Il pensa au risque, à ce qu'il pourrait perdre. Son emploi, sa tranquillité, peut-être davantage. Mais une certitude plus profonde s'imposait à lui. S'il laissait passer cette nuit sans agir, la porte serait scellée à jamais, et avec elle quelque chose qu'il ne pourrait plus ignorer sans se mépriser. Il appela Michael Reeve peu avant le coucher du soleil. Michael était opérateur de bulldozer, un homme discret, à la parole rare, mais dont la fiabilité n'avait jamais été mise en doute. Ils avaient travaillé ensemble sur plusieurs chantiers, partageant des heures de fatigue et de silence, sans jamais avoir besoin de beaucoup parler. Daniel ne donna pas de détails inutiles. Il expliqua simplement qu'il voulait vérifier quelque chose sur le site, quelque chose qui n'apparaissait pas dans les plans. Michael ne posa qu'une question, demandant l'heure. Son accord fut bref, presque grave, comme s'il avait compris d'instinct que ce qui les attendait dépassait une simple curiosité. La nuit tomba rapidement. Lorsqu'ils se retrouvèrent près de l'entrée du chantier, le lieu semblait transformé. Sans le bruit des moteurs et la présence des hommes, la terre reprenait une forme de majesté sombre et inquiétante. Les projecteurs étaient éteints, laissant place à une obscurité trouée seulement par leurs lampes torches. Chaque pas résonnait étrangement, amplifié par le silence. Ils se dirigèrent vers la colline, là où Daniel avait frappé la veille. Une partie de la zone avait été grossièrement recouverte,
mais la marque restait visible pour qui savait où regarder. Ils dégagèrent la terre à la main, lentement, avec une précaution presque respectueuse. Lorsque le béton réapparut, intact, Daniel sentit son estomac se nouer. La porte était toujours là, silencieuse, comme si elle les attendait. Forcer l'ouverture demanda plus d'efforts qu'il ne l'avait imaginé. Le métal résista, grinçant faiblement, comme une plainte étouffée. Michael travaillait sans un mot, concentré, tandis que Daniel éclairait l'intérieur dès que l'espace le permit. Lorsque la porte céda enfin, une bouffée d'air froid s'échappa du sol, les enveloppant aussitôt. Cet air avait une densité particulière, chargée d'odeurs anciennes, mêlant le métal, le papier et quelque chose d'indéfinissable, presque organique, comme le temps lui-même. Le faisceau de la lampe révéla un couloir étroit, aux murs de béton parfaitement lisses. Une couche de poussière recouvrait le sol, intacte, sans la moindre trace de pas. Chaque particule semblait témoigner d'années, peut-être de décennies, d'oubli délibéré. Daniel comprit immédiatement qu'il n'était pas face à un simple abri. Rien n'évoquait l'urgence ou la survie. Tout, au contraire, avait été conçu pour préserver, conserver, attendre. Ils avancèrent prudemment, leurs pas laissant les premières marques humaines depuis longtemps. Le couloir menait à une pièce plus vaste, où s'alignaient des caisses en bois et en métal. Certaines portaient encore des inscriptions lisibles, d'autres étaient scellées sans indication apparente. Daniel ouvrit l'une d'elles avec précaution. À l'intérieur, des bouteilles d'alcool parfaitement conservées reposaient dans des compartiments ajustés. Dans d'autres caisses, ils trouvèrent des montres de luxe, des bijoux, des objets d'une valeur évidente, trop raffinés pour avoir un lien avec un quelconque projet public. Cette accumulation de richesses soulevait une question troublante. Pourquoi cacher de tels biens sous une colline promise à devenir une autoroute? Pourquoi les enfermer dans un lieu si soigneusement dissimulé? La réponse commençait à se dessiner à mesure qu'ils exploraient les étagères et les coffres métalliques disposés contre les murs. Sur une table, des dossiers étaient rangés avec un soin méticuleux. Daniel en ouvrit un, puis un autre. Les pages étaient jaunies mais lisibles. Des rapports financiers détaillés, des contrats, des échanges de correspondances officielles. Les signatures au bas des documents portaient des noms connus, certains encore visibles dans l'actualité locale. Les cachets municipaux confirmaient leur authenticité. Ce qu'ils lisaient n'était pas ancien au sens d'une histoire révolue. C'était une continuité, une chaîne jamais rompue. En parcourant ces documents, Daniel sentit l'étonnement céder la place à une peur plus froide. Les entreprises mentionnées existaient toujours. Elles remportaient encore des appels d'offres, construisaient des routes, des ponts, des bâtiments publics. Le passé n'était pas enterré. Il était simplement enfoui, maintenu hors de vue. Au fond d'un dossier, un nom attira son attention. Robert Miller, l'ingénieur accusé de détournement de fonds au début des années 80. Daniel se souvenait vaguement de cette affaire, surtout parce qu'elle avait marqué la famille d'un ami d'enfance. Un garçon avec qui il avait grandi avant que la vie ne les sépare. Le père de ce garçon, Robert Miller, avait été publiquement humilié, ruiné, présenté comme l'unique responsable d'un système corrompu. Peu après, sa famille s'était effondrée, et son fils était mort quelques années plus tard dans des circonstances jamais vraiment éclaircies. Les documents racontaient une autre histoire. Miller avait tenté de signaler des irrégularités, de mettre en lumière un réseau complexe mêlant entreprises privées et responsables publics. Il avait été sacrifié pour protéger l'ensemble. Ce bunker n'était pas seulement un lieu de stockage. C'était une tombe pour la vérité, un endroit où l'on avait enfermé les preuves afin que le temps fasse son œuvre. Daniel sentit une colère sourde monter en lui. Cette histoire n'était plus abstraite. Elle touchait à sa propre mémoire, à des visages qu'il avait connus, à des vies brisées bien avant qu'il ne prenne conscience des mécanismes qui les avaient détruites. Il referma le dossier avec précaution, comme on referme une plaie trop profonde. Michael le regardait, silencieux, mais son expression avait changé. Il avait compris lui aussi que ce qu'il venait de découvrir dépassait largement le cadre d'une simple anomalie sur un chantier. Ils échangèrent un regard lourd de sens. À cet instant précis, Daniel sut qu'il ne pourrait pas faire comme si rien n'avait existé. La porte ouverte sous la colline avait ouvert bien plus qu'un passage souterrain. Elle avait réveillé une vérité que personne n'était censé revoir. Ils quittèrent le lieu avant l'aube, refermant la porte autant qu'ils le purent, effaçant sommairement leurs traces.
En remontant à la surface, Daniel jeta un dernier regard vers la colline, désormais silencieuse. Il comprenait que cette nuit avait changé la nature de ce qu'il avait découvert la veille. Ce n'était plus une simple curiosité enfouie dans la terre, mais un secret vivant, dangereux et profondément enraciné dans le présent. Et il savait, sans encore en mesurer les conséquences, que ce secret ne resterait pas longtemps sous terre. Après cette nuit, plus rien ne retrouva vraiment sa place. Le chantier continua d'exister, les machines revinrent, les ordres furent donnés comme avant, mais pour Daniel, tout avait changé de nature. Ce qui, la veille encore, n'était qu'un lieu de travail, était devenu un décor fragile, bâti au-dessus d'un mensonge soigneusement enfoui. Chaque geste lui semblait désormais chargé d'un poids nouveau, comme si la terre elle-même observait ceux qui la forçaient à se taire une fois de plus. Le secteur de la colline fut officiellement rouvert 2 jours plus tard. Aucune explication ne fut donnée. On parla vaguement d'une vérification terminée, d'un contretemps mineur. Les ouvriers reprirent leurs tâches sans poser de questions. Mais quelque chose flottait dans l'air, une tension discrète que chacun ressentait sans vouloir la nommer. Les conversations étaient plus brèves, les regards plus fuyants. Daniel avait l'impression constante d'être observé, même lorsque personne ne semblait prêter attention à lui. C'est ce matin-là que les voitures arrivèrent. Elles n'avaient rien d'officiel en apparence, mais leur propreté, leur manière de se garer à l'écart du chantier, leur donnaient un air étrangement déplacé. Des hommes en descendirent, vêtus de costumes sombres, qui tranchaient avec la poussière environnante. Ils se présentèrent comme des inspecteurs, sans préciser de quelle instance. Leur ton était calme, assuré, presque courtois, mais leur regard allait droit au but. Ils ne demandaient pas ce qui avait été trouvé. Ils se comportaient comme s'ils le savaient déjà. Daniel comprit très vite qu'il n'était pas là pour vérifier, mais pour reprendre le contrôle. Il circulait sur le site avec une autorité silencieuse, indiquant ce qui devait être fait, ce qui devait disparaître. Personne ne les contredisait. Les contremaîtres obéissaient sans discuter, comme si des consignes avaient été données bien avant leur arrivée. En l'espace de quelques heures, la colline fut remodelée. Là où la porte se trouvait, la terre fut nivelée, compactée, rendue parfaitement anonyme. Des camions vinrent, repartirent, sans que personne ne sache exactement ce qu'ils transportaient. Daniel observa la scène à distance, le cœur serré. Le bunker qu'il avait vu de ses propres yeux était en train de s'effacer, non pas par l'oubli, mais par une volonté claire et méthodique. Les jours suivants apportèrent une confirmation plus sombre encore. 2 ouvriers manquaient à l'appel, des hommes qui, selon les rumeurs, avaient essayé de récupérer quelques objets dans le souterrain, pensant sans doute qu'il s'agissait d'une trouvaille sans conséquence. On parla d'un départ précipité, d'un problème personnel, puis plus rien. Aucun nom ne fut officiellement mentionné, et très vite, le silence s'imposa comme une règle implicite. C'est à ce moment-là que Daniel comprit que la découverte avait un prix, et que ce prix serait payé par ceux qui refusaient de se taire. Il tenta de rester discret, de se fondre dans la routine, mais la mécanique était déjà en marche. Quelques jours plus tard, son nom apparut dans les informations locales. On l'y présentait comme un employé suspecté d'avoir dérobé des matériaux appartenant à l'État lors d'une interruption des travaux. La stupeur laissa rapidement place à une colère froide. Il n'avait rien volé, mais il comprenait la logique à l'œuvre. Il fallait un coupable visible, quelqu'un sur qui faire porter la responsabilité, détourner l'attention. Le schéma était le même que celui qu'il avait lu dans les documents de Robert Miller. La répétition de l'histoire était presque parfaite. Daniel ne chercha pas à se défendre publiquement. Il savait que le terrain était miné, que toute réaction précipitée ne ferait que renforcer l'accusation. Au lieu de cela, il prit une décision plus radicale. Il ne fuirait pas la vérité. Il fuirait avec elle. Il rassembla ce qu'il avait pu conserver de preuves, des copies, des notes prises dans la hâte, des photographies mentales gravées dans sa mémoire. Il entra en contact avec un journaliste d'investigation, un homme connu pour son obstination et son indépendance. Leur première rencontre se fit dans un lieu discret, loin du chantier et des regards. Daniel parla peu, mais chaque mot comptait. Il transmit ce qu'il savait, ce qu'il avait vu, ce qu'il avait compris. Le journaliste écoutait, prenait des notes, posait des questions précises. Il comprit très vite l'ampleur de ce qui se dessinait. L'enquête démarra lentement, puis prit de la vitesse. Des noms furent recoupés,
des archives ressorties, des liens établis. Les premières fuites commencèrent à circuler, discrètement d'abord, puis de manière plus insistante. Daniel sentait la pression monter. Des messages anonymes apparurent sur son téléphone. Aucun mot explicite, seulement des phrases ambiguës, des rappels de choses qu'il n'avait dites à personne. Un soir, il reçut une photographie. Sa maison, puis une autre. La maison de sa mère. Le message était clair, sans avoir besoin d'être formulé. Il s'agissait désormais de plus que de réputation ou d'argent. La menace était directe, personnelle. Peu après, la nouvelle tomba. Le journaliste était mort. Un accident, selon la version officielle. Une chute, un mauvais endroit, un mauvais moment. Daniel lut l'article plusieurs fois, cherchant ce qu'il savait déjà. Rien ne collait, mais rien ne pouvait être prouvé. Le schéma se répétait encore, implacable. Ce soir-là, Daniel comprit qu'il était devenu une cible à part entière. Ceux qui avaient enfoui la vérité pendant des décennies n'avaient aucune intention de laisser un simple opérateur d'excavatrice briser leur silence. Pourtant, malgré la peur, malgré la fatigue et la perte, il sentit quelque chose se solidifier en lui. Il ne pouvait plus reculer. Ce qui avait commencé par un coup de godet contre une surface inconnue était désormais une ligne franchie. Et derrière lui, la terre se refermait déjà sur les traces qu'on voulait effacer, tandis que la vérité, elle, cherchait encore un chemin pour remonter à la surface. Après la mort du journaliste, le temps sembla perdre sa continuité. Les jours s'enchaînaient, mais Daniel ne les percevait plus comme avant. Il vivait dans un état de veille permanente, chaque bruit devenant suspect, chaque visage inconnu porteur d'une menace potentielle. Pourtant, malgré le choc et la peur, la machine qu'ils avaient tenté de faire taire continuait d'avancer, presque indépendamment de lui. Les documents transmis n'avaient pas disparu avec leur premier destinataire. D'autres contacts avaient été établis, d'autres canaux utilisés, des copies avaient circulé, fragmentées, mais suffisantes pour éveiller l'attention de structures bien plus larges. Ce qui avait été pensé comme un secret enterré à jamais commençait à se fissurer sous son propre poids. Daniel suivait cela de loin, sans jamais apparaître, comprenant que plus il s'effaçait, plus l'information gagnait en force. Puis les premiers signes publics apparurent. Des enquêtes fédérales furent annoncées, d'abord sous des formulations prudentes, presque vagues. Des entreprises suspendirent de soudain leurs activités. Des responsables politiques se murèrent dans le silence. Les mots employés dans les communiqués étaient soigneusement choisis, mais derrière cette retenue, la panique commençait à poindre. Le système qui avait survécu pendant des décennies n'était pas préparé à une exposition incontrôlable. Les arrestations suivirent. Des noms autrefois intouchables furent cités à la télévision, accompagnés d'images floues et de déclarations laconiques. Les comptes furent gelés, les projets au stoppé net. Daniel observait tout cela depuis des lieux provisoires, changeant souvent d'itinéraire, dormant rarement au même endroit 2 nuits de suite. Il comprenait que la vérité ne protégeait personne. Elle avançait, mais laissait derrière elle des débris humains. Ce fut à ce moment-là que la dernière tentative eut lieu. Il n'y eut ni message, ni avertissement. Simplement une présence trop proche, une voiture qui ralentit, des pas derrière lui dans une rue presque vide. Daniel réagit par instinct, plus que par réflexion. La confrontation fut brève, violente, confuse. Il sentit la douleur avant de comprendre qu'il était blessé. Il parvint à s'échapper, laissant derrière lui une partie de ce qu'il avait été jusque-là. Cette nuit-là marqua la fin de sa vie telle qu'il l'avait connue. Il abandonna son nom, ses papiers, ses habitudes. Les liens furent coupés les uns après les autres, non par manque d'attachement, mais par nécessité. Sa mère fut mise à l'abri sans connaître toute la vérité. Il ne pouvait plus se permettre d'être retrouvé. La disparition devenait la seule forme de survie possible. Les jours suivants se fondirent en un long déplacement sans destination précise. Daniel avançait, guidé par un instinct élémentaire, celui qu'il avait maintenu en vie autrefois. Il comprenait maintenant que ce qu'il avait déclenché ne lui appartenait plus. La vérité poursuivait sa route, mais elle n'offrait ni refuge ni récompense à ceux qui l'avaient portée. Un matin, alors qu'il atteignait la frontière d'un État, il s'arrêta sur le bas-côté. Le brouillard s'étirait lentement au-dessus de la route, découpé par les premières lueurs du jour. Il observa ce paysage ordinaire avec une attention nouvelle, comme si chaque détail avait acquis une densité particulière.
Derrière lui, il n'y avait plus rien à sauver. Devant, rien n'était garanti. Il comprit alors ce que la vérité lui avait coûté. Elle n'avait pas rétabli la justice de manière spectaculaire. Elle n'avait pas rendu les morts à la vie ni réparé les années volées. Elle avait seulement laissé une marque profonde, indélébile, comme une cicatrice que l'on porte sans la montrer. Elle faisait mal, mais empêchait la corruption de s'installer à nouveau dans le silence. Lorsque Daniel reprit la route, il ne se retourna pas. La colline, le bunker, les documents, tout cela appartenait désormais à un passé qui avait cessé d'être enfoui. La Terre avait enfin cessé de garder le secret. Et même si le monde n'était pas devenu plus juste, une fissure s'était ouverte dans le mensonge. C'était peu, mais c'était irréversible. Si cette histoire t'a tenu en haleine jusqu'à la fin, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer la suite. D'autres découvertes inattendues, des secrets cachés et des vérités que l'on a tenté de dissimuler pendant des années arrivent bientôt. Partage cette vidéo avec ceux qui aiment les histoires réelles et les mystères de la vraie vie. Et surtout, écris en commentaire de quelle ville ou de quel pays tu regardes. C'est important pour nous de savoir d'où viennent nos spectateurs.